Okay, now it's recording. Ok, oh non, refais parce qu'on fait ensemble. Ok. Ici, on parle cinéma. Ici, on parle français. Ici, c'est noir. Ok! Cut! Bienvenue chez Noirflix. Où la culture rencontre l'écran. Moi, c'est Effie. Et moi, c'est Aïda. Ici, ça parle cinéma. Ici, on parle français. Ici, c'est noir. Épisode 2! Period! Épisode 2, bienvenue à nouveau dans notre nouveau podcast. Et franchement, aujourd'hui, bien. on envoie du lourd. Ça commence Du à lourd. devenir sérieux. Du lourd. Déjà, ça fait pas longtemps, on vient juste de terminer le jour international de la femme. Happy International Women's Day. Period. Girl. Who run the world? Girls! Alors, Effie, question pour toi. Dis-moi. Pour quelle femme es-tu reconnaissante? Quelle femme a changé ta life? Quelle femme a fait en sorte qu'aujourd'hui tu es Effie? Je suis celle que je suis. Mm-hmm. Alors, si je devais donner une femme, je donnerais... Alors, une femme, c'est difficile déjà, je tiens à le dire. Mm-hmm. Mais je devrais donner des fleurs à l'auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Mm-hmm. Donc, elle a notamment écrit Americana. Mm-hmm. Et je ne sais pas si tu connais, mais elle m'a vraiment... Enfin, déjà, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé la lecture. J'étais un rat de bibliothèque. Et on va dire que cette personne m'a ouvert à la littérature africaine que je n'ai pas forcément connue en grandissant. Et ça m'a vraiment changée. Et franchement, du coup, Chimamanda, en tant que féministe en plus, je Shout out suis to you. super reconnaissante. Voilà. Et toi, du coup, c'est quelle meuf qui a fait que Aïda est Aïda et qu'elle est aujourd'hui ici avec nous? Dis-moi tout. Oh my God, let me think about it. Moi, franchement, déjà, ça va avoir rapport avec l'épisode d'aujourd'hui, mais moi, franchement, c'est Issa Rae. Ok, shout out to my girl. Issa Rae, franchement, c'est une personne qui a changé ma life par rapport à son parcours, ses débuts qui sont très humbles. Aussi, on est proche par rapport à notre culture parce qu'elle est sénégalaise, voilà. Je suis guinéenne, donc c'est assez proche. Juste voir une femme noire commencer de rien et de voir où elle est aujourd'hui, être très créative aussi. Dis c'est qui Issa Rae, du coup, pour ceux qui ne savent pas. Alors, Issa Rae, pour ceux qui ne savent pas, si vous avez déjà regardé la série Insecure, c'est la personne, le brain, le cerveau derrière une série, je dirais, qui a une très belle représentation des personnes noires, mais qui a commencé dans des humbles débuts avec Awkward Black Girl sur YouTube. Ouais. Qu'elle avait elle-même, c'est une idée qu'elle a eue, elle écrivait tous les scripts, c'est elle qui a fait toute la coordination pour les enregistrements, trouver des acteurs qui étaient là dans le temps ses amis. Ouais, je pense que les épisodes sont encore accessibles ils sont tous sur encore YouTube. sur YouTube. Je pense que maintenant c'est en collaboration avec Pharrell sur sa chaîne I Am Other, si j'ai pas tort. Et franchement, c'est une personne qui m'inspire beaucoup aussi parce qu'elle a un background quand même un peu similaire à moi dans l'optique que c'était aussi quelqu'un qui débattait est-ce que je vais à l'école de droit ou l'école de médecine, etc. On connaît les parents africains, on a toutes des carrières vers lesquelles ils nous poussent, mais qui a tout de même pris une chance sur elle-même et sa créativité. Et aujourd'hui, pour moi, qui est une personne qui m'inspire énormément et qui a créé son propre univers cinématographique. Et un jour, on va avoir la chance de faire un profil entier sur elle. Mais franchement, force à Issa Rae qui a ouvert, en tout cas, je veux dire, pété les portes carrément et a fait en sorte que beaucoup aujourd'hui de femmes noires peuvent rentrer dans le cinéma et faire ce qu'ils font. Il y a vraiment un avant et après Insecure. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la série, je vous la recommande grandement. À 100%, parce surtout que les personnes noires. Okay? Elle est vraiment incroyable. Ça fait trop du bien vraiment. de regarder une série comme ça, vraiment. It's the best. Donc, comme j'ai dit, on a déjà parlé de Issa Rae, mais aujourd'hui, en l'honneur du Jour international de la femme, on a décidé de dédier cet épisode à une personne qui est tout aussi impressionnante et c'est... Ayo Edebiri. Ayo Edebiri. Ça parce que je voulais pas mal dire son nom. Alors, je pense que ça se prononce Ayo Edebiri, mais je suis pas sûre. Donc, je préfère le prononcer à la française, Ayo Edebiri. Alors, vous l'avez sûrement vu, même si le nom vous dit rien, vous l'avez sûrement vu parce qu'actuellement, elle est partout. C'est-à-dire que si vous connaissez la série Abbott Elementary, la série sur... parce que sinon, vraiment bien aussi. Donc, une série qui est actuellement diffusée exclusivement sur Disney+. Elle a également, dans la même plateforme de streaming, elle joue un des rôles principaux dans la série The Bear. Super série d'ailleurs, on va en parler un peu plus en détail plus tard. Elle a également été la voix de Missy, il me semble, dans la série Netflix Big Mouth. Encore une fois. Donc, elle a vraiment un vrai palmarès, celle-là. Ouais. Et plutôt encore, elle a fait Spider-Man Across the Spider-Verse. Elle a fait une voix, je me souviens plus trop du personnage. Elle a aussi prêté sa voix aux nouveaux Ninja Turtles, donc les Tortues Ninja. Et elle a également sorti son film Bottoms, qui est un super film. C'est une comédie
un peu, pas dramatique, mais une comédie un peu humour noir, etc. Super, super marrante, mais je pense pas que ce soit sorti dans les cinémas français, c'est encore... c'est pas accessible en France. Elle a également été dans un épisode de la dernière saison de Black Mirror, le premier épisode, tout le monde déteste Joanne, je me sens, elle a un petit rôle. Et actuellement, donc c'est une nouvelle que j'ai appris il y a peut-être 2-3 jours, et ben Disney est en train de voir pour la prendre pour jouer un rôle principal dans la franchise de Pirates des Caraïbes. Donc vraiment, elle Quelque est... chose qui a choqué d'ailleurs. Ouais, qui a beaucoup choqué Elon Musk. Hein. Mais voilà, en gros, Ayo Edebiri, c'est la personne incontournable en ce moment. Et du coup, on s'est dit pour cette journée internationale de la femme qu'on allait dédier cet épisode à cette femme qui, je trouve, malheureusement, elle n'a pas assez de visibilité en France. Hein. Alors, nous, on va donner la visibilité parce qu'on est là pour ça. Exactement. Voilà. Ça sert à ça aussi, Noirflix. Je trouve un moment intéressant pour ressortir les personnes qui méritent la lumière. Et elle, vraiment, c'est une femme incroyable. Et on va apprendre exactement aujourd'hui pourquoi. Pourquoi déjà, on va commencer par qui est-elle? Parce qu'on la voit partout, mais qui est-elle? Alors, Ayo Edebiri, elle est née le 3 octobre 1995 à Boston. Elle est nigériane par son père et sa mère vient de la Barbade, il me semble. Elle a également des origines irlandaises, mais bon, on verra, on parlera un peu plus en détail de ses origines irlandaises. Donc, elle vient de Boston et donc elle a un parcours assez atypique. Donc, elle a toujours été passionnée par le théâtre, donc depuis qu'elle est très, 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 très jeune. En 2014, elle décide de quitter Boston pour aller à l'université de New York. C'est là d'ailleurs où elle va rencontrer Rachel Sennott, qui va être une de grandes amies avec qui elle a collaboré également pour le film Bottoms qui est sorti en 2023. Elle a commencé également à ce moment-là à faire du stand-up de manière professionnelle. Donc, professionnelle, elle allait dans des petits comedy clubs, elle faisait du stand-up. Donc, elle avait un talent et elle l'exploitait. Et ensuite, ce qui se passe, en 2020, elle est repérée par la chaîne Comédie Centrale, donc qui est une chaîne axée sur l'humour. C'est d'ailleurs la chaîne qui a donné le jour à South Park. Donc, c'est quand même assez gros. Donc, elle a développé et créé des séries, encore une fois, accompagnée de Rachel Sennott. Elle va également créer un podcast. Donc, vraiment, c'est une fille qui bosse énormément. Elle a créé un podcast où elle invitait des célébrités qui parlaient de leurs icônes, donc un podcast qui s'appelle Iconographie. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à travailler sur Big Mouth. Donc, elle commence à travailler sur la saison 4. Elle écrit le scénario, mais à la fin de la saison 4, il me semble qu'il y a toutes ces histoires avec Black Lives Matter, il y a tout ce mouvement. Et on se dit, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que les personnages noirs de dessins animés, d'animation, doivent également avoir une voix qui vient d'une personne afrodescendante, d'une personne noire. Ce qui fait que voilà. La France, ça, si tu dis ça, attention. Hein. Donc, ce qui fait qu'elle a repris le rôle de Missy dans Big Mouth dès la saison 4. 2022, c'est l'année où Ayo perce vraiment à l'international. C'est-à-dire que c'est là où elle commence The Bear, où elle joue le rôle de Sydney. Donc, The Bear. Tu l'as regardé, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, déjà, je trouve que c'est une série très chaotique. Très chaotique, une série qui m'amène énormément de stress, surtout en termes de parler... déjà, il faudrait d'abord expliquer ça parle de quoi, The Bear. Dis-moi. Si je devrais le décrire, je dirais que c'est l'histoire d'un chef de renommée qui retourne dans sa ville de naissance. Chicago. Pour reprendre, je dirais, le snack de son frère qui est récemment décédé pour des raisons de santé mentale. Est-ce qu'on va bip le truc ou je le dis? Je veux faire le signe. J'ai pas envie de... Bon, on va faire le signe. Exactement, on va faire la promo, faut pas trop parler ça. Mais vous savez très bien ce qu'on veut dire. Donc, pour ces raisons-là, il décide de reprendre le snack de son frère. Il y a quand même des dynamiques assez compliquées au niveau de sa famille et de son entourage. Mais c'est vraiment une série qui montre plusieurs thèmes, dont l'amitié, l'amour, la santé mentale. Et on voit vraiment comment il reconstruit, rebâtit... rebâtit la réputation du snack de son frère en restaurant réputé, possiblement. On est seulement à 2 saisons pour l'instant, donc on ne sait pas trop exactement ce qui va se passer ou dans quelle direction ça va aller. Mais pour le moment, c'est... Mais pour le moment, exactement. Première chose que j'ai remarqué quand j'ai regardé la série là, c'est le rôle de Ayo dans la série qui est un personnage très complexe. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression de regarder son personnage et c'est pas la première fois que je me dis, ok, black girl, femme noire, etc. C'est comme non. Il y a beaucoup plus à son personnage de ce qu'on voit. Je pense qu'on n'adresse même pas le fait que ce soit une femme noire. Exactement, je pense que c'est juste un personnage. Exactement. Je me pose pas la réflexion de première fois qu'on voit. C'est un personnage complet
Elle vient déjà dans la série vraiment en support à cet acteur principal. On la voit très souvent. Elle a beaucoup de C'est une actrice nuances. principale. C'est une actrice Exactement. principale. C'est la deuxième, Exactement. c'est la seconde, le deuxième personnage principal de la série. Et du coup, pour Et j'ai revenir à... kiffé. Ouais, J'ai elle est kiffé. incroyable. Moi, j'ai binge-watch et je pense que tout le monde ressent la même chose quand on regarde cette série. C'est un peu une série stressante, surtout pour les personnes qui ont travaillé dans tout ce qui est restauration, etc. Et les personnes qui ont des familles chaotiques. Exactement. Donc en fait, c'est un mélange un peu des deux. Donc si vous l'avez pas regardé, vraiment allez regarder la série On parce recommande. que pour le coup, ça vaut le coup. Donc ce rôle-là l'a fait complètement exploser et du coup elle a gagné un Golden Globe, elle a gagné un Emmy, elle a gagné un Critic Choice Award et actuellement elle est en train de participer à la cérémonie des BAFTA. Donc ça se passe à Londres et elle est nominée également pour une catégorie, donc j'espère qu'en finissant ce podcast j'aurai la bonne nouvelle et Ayo a gagné un autre trophée et plus tard cette année également elle a une autre nomination toujours dans le rôle de Sydney pour The Bear avec le NAACP qui est une cérémonie dédiée aux personnes de couleur afro-américaine, de couleur en Amérique. Donc vraiment, au niveau de ça, Ayo, elle est un peu partout. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle elle méritait d'avoir son propre épisode dédié. Ayo, my girl. Yes, period. Et c'est pour ça qu'on lui donne la force aujourd'hui parce que franchement, elle taffe. Et on voit vraiment les résultats de son travail. Exactement. Donc, est-ce que c'était tout sur Ayo? Oui, c'est tout sur ma Irish Queen. Pardon, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est irlandaise? Alors, Ayo est irlandaise. Alors, elle n'est pas irlandaise de son père, elle n'est pas irlandaise de sa mère, elle est irlandaise parce que tout simplement, le pays l'a proclamée irlandaise, princesse irlandaise. En fait, c'est une blague qui a commencé lors d'une interview qu'elle a donnée en 2023, il me semble, pour Letterboxd, où l'intervieweur, pour une raison, lui a parlé de son rôle qu'elle aurait eu dans un film irlandais, Banshee of, je ne sais pas prononcer le nom de la ville, donc on mettra le nom du film en bas. Et on lui pose des questions en lui disant comment elle a trouvé son rôle, et c'était le rôle d'une chèvre. Et donc, elle a juste joué le jeu, et elle a commencé à changer son accent, à dire oui, j'ai beaucoup aimé vivre en Irlande, etc. Et depuis, en fait, c'est devenu une blague où on dit que Ayo est irlandaise. Et ça a commencé comme ça, avec cette petite interview, mais au final, même le compte officiel de l'Irlande sur Twitter la félicité pour les différents Oscars, les différents prix qu'elle a gagnés. Lors de son discours, lorsqu'elle a gagné un prix, elle a remercié son pays, l'Irlande. Et même quand tu vois sur TikTok, les Irlandais sont en train de dire oui, Ayo est totalement irlandaise. Donc je trouvais ça super marrant. Et ça prouve encore une fois cette personnalité qu'elle a, qui fait également son charme. C'est vraiment une personne... autant que ce soit les personnages qu'elle représente à l'écran ou même sa personnalité, quand tu la vois, tu te dis ah ouais, elle et moi, on pourrait être amis, tu vois. Exactement. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Ayo. Elle est accessible. Exactement. Et aussi, je pense qu'on peut se voir dans le personnage de Ayo. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, qui est le plus important lorsqu'on parle de la représentation des femmes noires à Hollywood et surtout dans le cinéma. Et ça nous amène justement à un plus grand point. Alors pourquoi est-ce que cette conversation sur Ayo est importante? C'est parce que, encore une fois, on parle de la représentation des femmes dark skin à Hollywood. Si vous avez regardé l'épisode précédent, on vous a parlé des tropes, des schémas. Trope time. Trope time. Lorsqu'on parle de la représentation des femmes noires, surtout les femmes dark skin dans le cinéma, on a toujours des images très stéréotypées et, je dirais, typiques qui reviennent la plupart du temps à l'écran. Ouais, on a notamment parlé de la sassy, black angry girl. Black girl qui... girlfriend, black girl. Ça, qui a beaucoup d'attitude, beaucoup en colère. Qui se laisse pas faire, qui est forte. Qui a beaucoup de choses à très dire. Très sexualisée. Aucune autre personnalité en dehors de ça. On la reconnaît par sa colère. Un autre truc aussi, c'est la mamie, dont on vous a parlé, vraiment, ce personnage sans histoire, la plupart du temps analphabète, qui a beaucoup d'enfants ou qui s'occupe souvent des enfants, la nourrice en soi. La Maman Africa, la Claudia Tagbo. Et voilà. You need to leave her alone. I said what I said. Je vais jamais Chaque épisode, on va faire un retour sur ça. Non. Donc, c'est important d'en parler parce qu'en ce moment, avec Ayo, on est en train de voir quelque chose que je trouve qui est quand même assez révolutionnaire, quelque chose qui est une tendance qui commence de plus en plus à venir dans le cinéma, qui est la bonne représentation de la femme noire, surtout de la femme noire dark skin. Alors, pourquoi c'est important de préciser dark skin? Parce que je sens les gens, ils vont dire... Vous cherchez à diviser, on est tous un, on est tous unis, on est tous pareils. Pourquoi c'est important de préciser que c'est une femme à la peau foncée? La réalité, c'est que
il y a ce qu'on appelle le colorisme. Color what? Le colorisme? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, lorsqu'on parle du colorisme, mesdames et messieurs, on parle bien de cette représentation constante qu'on a, je dirais précisément de la femme noire comme étant déjà... Il y a beaucoup plus de représentations de femmes noires qui ont le teint clair, qui ont certains traits, des traits fins, on va même dans les cheveux, qui est le texturisme, une certaine texture de cheveux. On peut le voir par exemple lorsqu'on regarde des séries où il y a une famille, tout le monde a la peau foncée, sauf les femmes. Toutes les femmes vont être teint clair. Et on va mettre plus de force et de représentation sur, je dirais, ces caractéristiques lorsqu'on parle des femmes noires. Et ces personnages auront beaucoup plus de chances, je dirais, d'avoir de la visibilité, mais aussi, dans les cas rares où c'est fait, de la complexité et de l'humanité. Lorsqu'on parle des femmes qui ont un teint plus foncé, non seulement on les voit moins à l'écran, mais si c'est le cas, elles s'insèrent dans les schémas dont on vous a parlé. Alors, je t'interromps, mais ça me rappelle un truc qui m'est revenu là. Je sais pas si tu te souviens, à un moment, ça avait fait le buzz, le casting de NWA. Est-ce que tu as entendu le casting call? Alors, NWA, c'est la biopic du groupe NWA. Et ils ont lancé... voilà, ils ont Beep with Attitude. Ils ont lancé un casting call pour plusieurs catégories de femmes. Et en fait, ils disaient d'abord des femmes un peu latinas, qui auraient un comportement un peu, voilà, un peu pas agressif, mais qui ont un caractère spicy. Ensuite, ça avait une deuxième catégorie où c'était des femmes un peu métissées, claires de peau, qui seraient super jolies. Et ensuite, la dernière catégorie, c'était des femmes noires à la peau foncée, qui là, par contre, étaient ghetto, qui devaient être bruyantes, agressives, etc. Et là, c'est un exemple typique de comment est-ce que le colorisme fonctionne dans le cinéma. Exactement. Donc, on a l'habitude de voir, plus on voit une peau foncée, plus on a l'impression qu'il y a de l'agressivité qui est liée à ça. Et je pense qu'avoir une image comme Ayo, comme Issa Rae, comme Quinta, ça nous permet de voir que ce n'est pas parce qu'on a la peau foncée, et je me trouve même ridicule de dire ça, c'est pas parce qu'un personnage a la peau foncée que forcément il doit y avoir des caractéristiques au niveau de son comportement et de sa personnalité. Donc c'est important d'avoir des rôles où le personnage a de la profondeur, il y a la sensibilité qui n'est pas juste caractérisée par la colère en fait. Et je trouve que Quinta, Issa Rae, Ayo, c'est des personnages qui de plus en plus on commence à voir au grand écran ou à l'écran en général, qui nous humanisent en tant que femmes noires, dark skin, et qui montrent aussi que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui est exclusif aux femmes qui sont de teint clair. Ouais, ça dépend pas de l'épiderme, ça dépend pas du pourcentage de... Oups, ça dépend... I would say it again, just in case it's not. Ça dépend pas du pourcentage de mélanine qu'on a dans notre épiderme. Voilà. Et justement, en parlant de ça, je pense que quelque chose que ça peut ramener à cette conversation-là également, c'est quelque chose qui est nouveau, parce que lorsqu'on pense à la représentation des femmes noires, par exemple, dans notre jeunesse, il y a des trucs très particuliers qui nous viennent en tête. Ouais. Alors, je ne sais pas pour toi, venant de Montréal, si je pense à ce que j'ai vu à la télé en grandissant, encore une fois, on avait beaucoup d'expositions à tout ce qui était la culture noire américaine. La première personne qui me vient en tête lorsque je pense à la représentation noire, c'est Raven. That's So Raven, Phénomène Raven. Je pense que c'est la première femme noire que j'ai vue à la télé avec... Bon, déjà, je veux dire, son personnage avait quand même assez de profondeur pour une petite fille. Moi, quand je la regardais, parce que je me rappelle, il y avait des épisodes où on a quand même touché plusieurs sujets. Racisme. Le racisme, son poids, l'amour, etc. Mais oui... Elle était light skin. Elle était claire, teint clair. Elle avait une certaine texture de peau. Moi, je la considérais pas forcément light skin quand j'étais petite. Je la voyais comme une femme noire. Ouais. J'avais pas vraiment encore, je dirais, ces nuances dans le temps-là. Pour moi, c'était la représentation, point. Ça faisait du bien à voir. Ouais. Je sais que ma grande sœur, déjà, elle, dans son temps, c'était Moesha, qui était Brandy. Sinon, au-delà de ça, je trouve que la plupart de mes représentations, ça venait Phénomène Raven. Le peu de personnages noirs qu'il y avait dans les cartoons. Je sais, moi, je regardais Ginger. Et même là, le personnage noir qui était dedans, c'était vraiment genre la méchante de l'histoire. C'était la méchante. Sinon, il y avait beaucoup de séries reality TV où malheureusement, c'était des femmes noires qui se battaient. À la télé. Ok, d'accord. C'est genre Bad Girls Club. Ouais, moi, j'étais dans ça. J'étais dans ça.
Mais sinon, il n'y en avait pas beaucoup. J'écoutais aussi Taina, qui n'était pas nécessairement une femme noire, mais c'était une femme portoricaine. Elle avait une meilleure amie noire. Donc, j'allais vraiment chercher la représentation où je pouvais la trouver. Bah, moi, je pense qu'au niveau de la France, on a un peu des expériences similaires. Donc, nous, on avait Disney. Donc, Phénomène Raven, on regardait ce genre de choses. Il y avait aussi Ma famille d'abord. Il y avait Tout le monde déteste Chris. Tu vois, c'est toutes ces séries comme ça. Et même dans ces séries-là, tu vois, il y a de la représentation, mais regarde les personnages. Par exemple, tout le monde déteste Chris. J'adore Tout le monde déteste Chris. Mais regarde le personnage de la mère et regarde le personnage de la sœur. Et regarde le personnage que Chris aimait. Ouais, exact. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, regarde Ma famille d'abord. Regarde chose. Claire qui a changé. Elle était au début teint foncé, et ensuite elle est passée à teint clair. Ils ont fait la même chose avec la mère dans Fresh Prince of Bel-Air. Et vraiment, je trouve aucune transition aussi dans le changement. Je veux dire, du jour au lendemain, on a d'abord une personne dark skin, et du jour au lendemain, on n'a rien expliqué, juste de nulle part. C'est la même chose pour... alors ça, c'est plus récent, donc c'était pas ma génération, mais Casey Undercover avec Zendaya. Toute la famille est dark skin, mais Zendaya, elle est light skin. Mais il y a toujours cette tendance que les filles c'est vraiment, sont toujours teint clair. Toujours. J'ai remarqué ça. Je pense que c'est parce que en soi, ces filles-là, on cherche à les montrer comme désirables. Et qu'est-ce qui est désirable pour Hollywood? Une femme avec la peau un peu plus claire. Donc, tout ce qui sera la proximité à tout ce qui est blanc. Voilà, réalité. exactement. Donc c'est un peu ça le colorisme. Du coup, moi, j'ai grandi un peu avec ces images qui n'étaient pas forcément des images super positives, mais comme tu dis, c'était souvent aussi la meilleure amie noire, le meilleur ami noir que je trouvais dans les séries. Mais c'est vrai que le seul exemple qui me vient, alors je dis pas que c'est le seul qui existe, mais le seul exemple qui me vient et qui m'a vraiment marqué, parce que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui vraiment... j'y pense et j'en ai fait une vidéo sur TikTok. Par exemple, moi, c'est Fatou la Malienne. Fatou la Malienne, c'est la première représentation d'une femme noire, africaine et française qui vit à Paris, qui traîne dans les quartiers où mes parents traînent. Et regarde l'histoire. Tu vois, c'était vraiment... comme j'ai dit dans ma vidéo, Fatou, c'était ce qui était le plus proche niveau représentation, parce que vraiment, déjà, ça s'appelle Fatou. Tu vois, donc, son nom et mon nom sont très similaires. Spoiler, je m'appelle pas vraiment Effie. Je m'appelle pas vraiment Effie. Du coup, nos noms, ils sont vraiment similaires. Nos histoires, elles sont similaires. Et c'était un champ de possibilités. Et quelle était la possibilité de ce film? Se marier de force. Tu vois. Donc, je trouve ça dommage qu'en France, le premier film où il y a vraiment un casting 100% Renoir, que c'était le premier film à l'époque, eh bien, c'est soit sur des thèmes comme ça. Je dis pas que c'était pas un film qui avait besoin d'être tourné. On avait besoin de ce genre de film dans l'univers cinématographique français. Mais c'est dommage. Je pense que déjà, j'étais beaucoup trop jeune pour le voir, le film. Il y avait des scènes extrêmement choquantes. Mais niveau représentation, après, moi, de ma génération, mis à part ce qui se passe en Amérique, il n'y a pas grand-chose. En France, là, de notre côté... il n'y avait pas grand-chose. Mais après, moi, je pense que quelque chose qui nous a même sauvés au Canada, c'est le fait qu'on avait cette exposition constante à la culture américaine. Parce que si je pense au cinéma québécois, parle-en même pas, il n'y a aucune représentation. Genre, je peux même pas penser... Peut-être, on avait nos petites séries québécoises, genre Ramdam, mais même là, il y avait peut-être 1 ou 2 personnages, la plupart du temps d'origine haïtienne, qui étaient tellement mal représentés, carrément, fallait nous appeler Bamboula, quoi. Genre, c'était vraiment... c'était n'importe quoi. Ça va, Bamboula, c'est convenable. Non, mais en mode, c'était hyper stéréotypé, et c'était des hommes. Je peux pas penser à une seule femme noire que j'ai vue à la télé dans une série québécoise que je peux dire, waouh, je me suis vraiment sentie représentée dans ça. Carrément. Non, franchement, c'est... Mais ça change. Ça change, et aussi, moi, ça me ramène à la question, parce que maintenant qu'on voit avec d'actualité ces nouvelles personnes qui viennent à l'écran avec de la complexité, moi, ce que je me demande, parce que tu as quand même fait le commentaire par rapport à la France et moi aussi par rapport au Québec, est-ce que d'après toi, en France, il y a cette possibilité d'avoir une Ayo ou une Issa ou une Quinta éventuellement à l'écran? Alors moi, j'ai envie de te dire qu'elles sont là. Elles sont présentes. Je pense notamment à Aïssa Diaby. Je pense à Amandine Gay. Je pense à Aïssa Maïga également, qui a fait son livre Noir n'est pas mon métier. Je pense à toutes ces femmes, mais c'est juste qu'on leur donne pas l'opportunité, on leur donne pas la plateforme pour. Mais elles sont là. Toutes ces femmes noires créatives. Alors j'insiste sur les femmes noires parce que c'est International Women's Day. Et aussi, c'est Noirflix. Et aussi, c'est Noirflix. Voilà, c'est Noirflix. Et du coup, elles sont là, mais le problème, c'est que c'est petit à petit, en fait. C'est vraiment petit à petit. Et c'est nous qui devons chercher ces femmes et leur donner de la force. Et plus on donne de la force, plus on leur fait comprendre qu'il y a un public.
et plus ça fonctionnera, plus il y aura de subventions, il y aura voilà, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est l'offre et la demande. Si on pense qu'il n'y a pas de demande, l'offre va se raréfier. Exactement. Alors que ces femmes-là, elles sont là, je les vois. Hein. Aïssa Diaby, notamment, je vous invite vraiment à voir ce qu'elle fait. Elle a commencé un festival en Afrique, en Guinée, du coup, parce qu'elle est guinéenne, qui s'appelle Ciné Nomade, où elle se promène de pays en pays, de pays en pays. Elle se promène de village en village en Guinée pour diffuser des films qui sont des films africains. Donc, on a ces genres de personnes. C'est juste que, malheureusement, on ne les connaît pas parce que ce sont des femmes noires, et qui a envie d'écouter ce que des femmes noires veulent dire. Je pense aussi à Alice Diop avec Saint-Omer, donc je ne voulais pas oublier. Voilà, il y a des noms, il y a des femmes, mais c'est juste que malheureusement, elles n'ont pas la plateforme pour vraiment... Enfin, on ne va pas les inviter au quotidien, on ne va pas les inviter sur Canal+, on ne va pas les inviter sur ce genre de plateforme, parce qui va entendre ce que les femmes noires ont à dire si ce n'est pas les femmes noires? Et c'est triste. Moi, je trouve ça très triste, parce que si je pense par exemple à Issa, etc., enfin, je pense qu'une des raisons principales pourquoi Issa, son histoire est très inspirante par rapport à ses débuts, c'est parce qu'au début, elle n'avait pas les plateformes. Et elle a elle-même créé sa plateforme. Et je sais que c'est un monde, il faut quand même qu'on soit assez honnête, il y a énormément de barrières. Moi, je pense qu'il y a réellement un intérêt d'écouter ces histoires, de leur donner de la visibilité. Enfin, ça pourrait intéresser des personnes qui leur ressemblent, ou même peut-être même au-delà de ça, mais il y a vraiment des barrières qui sont mises en place pour pas encourager ce type de choses, parce qu'on en a parlé dans des derniers épisodes, la représentation, c'est le pouvoir. Donc, si ces femmes-là commencent à prendre de l'espace, raconter leur histoire d'une bonne manière, qu'est-ce que ça risque de faire? C'est changer la manière dont on voit les femmes dark skin. Et ça peut aller à l'encontre de beaucoup de choses internes pour certaines personnes qui ont cette habitude de voir ces images, ces représentations, et même avoir même des attitudes, des visions, des comportements vers les femmes noires. Oui, parce que la représentation, au final, c'est l'art qui imite la réalité. Donc, exact. Et la réalité qui imite l'art. Et moi, je pense que le fait qu'on ait toutes ces représentations, ça change même la manière dont on consomme. Alors moi, je sais pas toi, mais par exemple, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, maintenant, je change la manière dont je consomme le cinéma de manière générale, ce qui fait que si je vois une série et qu'il n'y a pas le potentiel au niveau des personnages noirs, avoir des personnages complexes, je vois que ça va être la meilleure amie noire, je vois que ça va être des tropes que j'ai vues et que je ne regarde pas. Moi, si je regarde un film ou une série et qu'il n'y a pas un personnage noir bien complexe, défini, qui a une profondeur, qui n'est pas attaché au personnage principal, je ne regarde pas. Et ça, je trouve que d'une manière, c'est un acte de résistance, parce que je trouve que si beaucoup de personnes commencent à penser comme ça, et ça, je trouve ça drôle, parce que j'ai l'impression qu'en France, vous faites ça, j'ai remarqué. Il y a plein de fois... black people. Exact. À chaque fois que je vois certains films sortir, surtout des films français, je vois vraiment les personnes déjà qui sont représentées ne pas vouloir donner de la force, et il y a personne qui va vouloir aller regarder le film, et le film va flop. Genre vraiment flop. Et je pense que le plus qu'on fait ça, genre qu'on montre à quel point on est fatigué de toujours voir les mêmes représentations, les mêmes histoires, et qu'on donne de la force justement à ceux qu'on souhaite voir, on aura plus de ça. C'est exactement ça. Parce qu'à la fin de la journée, le capitalisme va toujours gagner. En tout cas. Donc si on voit qu'il y a quelque chose qui marche, on va vouloir donner de la force. Je pense notamment à En Place, je suis obligée de la placer, Jean-Pascal Zadi. Je suis obligée de donner de la force, parce qu'En Place, par exemple, c'est un exemple typique de quelque chose qui, pourtant, quand tu le vois là, tu te dis, mais qui va consommer ça? Les Noirs, tu vois. Mais c'est quelque chose que, au final, beaucoup de personnes ont regardé parce que tout simplement, c'est bien écrit. Il n'y a pas une question de c'est noir, c'est blanc, c'est bien écrit. Et ça a commencé avec un film tout simplement noir. Et on a vu le potentiel derrière le film. Il a commencé à une série, première saison, ça a cartonné, tout le monde en parlait. C'est tellement bien écrit qu'au final, là, saison 2. D'ailleurs, j'ai envoyé un message, si tu veux une saison 3 à quelqu'un. Girl, get out. Je te jure que j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message sur Instagram. Jean-Pascal Zadi. Ah bah ok, la promo. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, mais tu sais, moi, je vais dire une chose, et peut-être qu'on va me drag pour ça. Dis-moi. Mais je pense qu'en France, il y a énormément de potentiel pour avoir un insecure. Genre un espèce de insecure en France. Je l'écris, le insecure. Je l'écris. You heard it here first. Ouais. Parce que la seule chose, par contre, parce que je sais que vous avez... Attention, on va tellement te sous. Non, je vais l'appeler Bounty, mon truc. Ok. Bounty. Ok. Ouais. Bounty. On en reparlera. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en France, ça doit être un projet que si c'est lancé, ça doit vraiment être adapté au contexte français, parce que je sais qu'ici, vous avez un problème. Quand il y a quelqu'un qui essaie de faire un truc en mode « Oh, vas-y, avec les concepts américains, Le wokisme. Ouais, exact. Ça doit vraiment être adapté à la France, et je trouve que ça a énormément de potentiel. Je suis d'accord. Notre expérience, elle est unique. There's niggas in France, you know what I mean? Et il y a des trucs... Qu'est-ce que Kanye West et Jay-Z ont dit? Niggas in Paris! Les nègres étaient... Non,
Ça, on va biper. Bref. Non, franchement, notre expérience, elle est unique et je trouve que ouais, c'est important de parler de ce qu'on vit. Et, ouais, notre expérience, est, encore une fois, si Insecure a fonctionné en Amérique, si Champion a fonctionné en Angleterre, pourquoi est-ce que nous, ici en France, ça fonctionnerait pas? Moi, j'y crois en tout cas. Moi aussi, j'y crois. J'y crois. De toute façon, on va continuer à encourager les Ayo, les Issa, Quentin. Et aussi les différentes femmes françaises que tu as nommées. Il faut donner de la force pour pouvoir plus le voir. C'est ça le point final. Tout simplement. Il faut continuer à donner de la force, comme ça, tout à l'écran sera noir!